plutôt vous parler du côté céleste, du repère céleste, donc pour la technique VLBI. Donc tout d'abord, je voudrais remercier mes co-auteurs, donc Sébastien Lambert de l'Observatoire de Paris, donc Xavier Collidieu de l'IGN-ENSG et de l'IPGP, et également Nadège Lilou-Tissot et Joanne Leclerc qui étaient encore étudiants donc à l'ENSG quand ces travaux ont démarré en 2021. Bon, au niveau du plan de ma présentation, c'est un plan assez classique. Je vais commencer par une brève introduction. Ensuite, je donnerai quelques informations sur la configuration des calculs. Je montrerai quelques résultats, pas tous les résultats, et je terminerai par des perspectives. Alors, l'utilisation et la recherche de sous-réseaux, c'est un problème qui est relativement classique en géodésie, en astronomie. Alors pourquoi ? Tout simplement pour faire de la mise en référence, pour réduire d'éventuels effets parasites, pour faire du calcul rapide, typiquement en GNSS, pour d'autres applications. Alors juste pour illustrer mon propos, je voudrais vous montrer quelques exemples récents. Donc ici, vous avez l'exemple d'un sous-réseau qui a été utilisé dans le cadre de la détermination de l'ITRF 2020, donc la dernière réalisation en date du repère terrestre de référence internationale. Et ce sous-réseau a été utilisé donc, pour définir l'orientation de l'ITRF 2020 et également pour calculer les paramètres de transformation entre ce repère et la réalisation d'avant, l'ITRF 2014. Alors pour les GNSS, un autre exemple. Donc ici, vous avez l'ensemble des stations, donc il y a un peu plus de 1000 stations, qui ont été utilisées pour le retraitement des données GNSS, donc sous l'égide du service international IGS, pour le calcul justement de l'ITRF 2020 et de ce sous-réseau global. A été extrait un premier sous-réseau d'environ 330 stations, donc en utilisant différents critères que je ne pourrais pas détailler dans ma présentation. Et de ce sous-réseau a été extrait un autre sous-réseau, donc avec un nombre encore plus réduit de stations. Donc en fait, ce sont des clusters de stations. Donc sur la carte en bas à droite, je vous montre uniquement ce qu'on appelle les stations principales, les stations primaires. Et ce sous-réseau, dit sous-réseau core, est utilisé pour du référencement, en fait, donc pour référencer des solutions GNSS globales. Alors moi, je vais vous parler de VLBI aujourd'hui. Alors là, je voulais juste vous rappeler avec cette diapositive, donc le VLBI, c'est une des techniques de géodésie spatiale les plus anciennes. Et en fait, c'est une technique qui est à cheval entre l'astrophysique, l'astronomie et la géodésie. Donc en fait, la mesure brute, ce sont des ondes radio qui sont reçues par des antennes situées au sol, donc par deux antennes typiquement. Et la mesure brute, c'est la différence de temps de réception de ces ondes aux deux antennes. Donc c'est utilisé par les astrophysiciens pour étudier la structure donc des radiosources, donc des quasars extragalactiques. C'est utilisé par les astronomes pour déterminer la position de ces sources et donc déterminer un repère de référence céleste. Et nous, les géodésiens, on l'utilise également pour faire du positionnement au sol, mais également pour mesurer ce qu'on appelle les paramètres d'orientation de la Terre, donc en fait la rotation de la Terre. Alors, dans le cadre de la technique VLBI, donc là, vous avez les 4500 et quelques sources de la dernière réalisation en date du repère céleste de référence, donc l'ICRF 3. Et pour définir l'orientation de ce repère, de ce réseau global a été extrait un sous-réseau d'environ 300 sources, donc bien réparties sur la voûte céleste. Alors, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, donc on mène des recherches sur la recherche de sous-réseaux dans le cadre de l'optimisation, en fait. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de formaliser le plus possible cette recherche mathématiquement, donc pour se placer dans le cadre des problèmes d'optimisation. Et ensuite, on applique des méthodes d'optimisation stochastique, typiquement les algorithmes génétiques, pour optimiser les critères qu'on s'est donnés. Donc, on a démarré en 2010 avec la technique SLR, donc la technique de télémétrie laser sur satellite. Donc, c'est la carte en haut à gauche. Ensuite, on a appliqué ces méthodes par la recherche de sous-réseaux d'antennes GNSS au sol. Et plus récemment, ces méthodes ont été appliquées pour déterminer la position optimale d'horloge atomique au sol pour améliorer localement un modèle de champ global. Alors, comme je le disais, on fait ça avec des algorithmes d'optimisation stochastique donc, qui ont montré leur intérêt pour des problèmes de type combinatoire, comme la recherche de sous-réseaux. Donc nous avons utilisé les algorithmes génétiques, l'optimisation par colonie de fourmis et également plus récemment le recueil simulé. Alors au niveau des objectifs de l'étude, donc en fait je voulais juste rementionner la sélection des sources de définition de l'ICRF 3 puisque ça a été le point de départ de l'étude. Donc pour cette sélection, les collègues qui ont fait les calculs donc, ont utilisé 3 critères, donc la répartition globale des sources, la stabilité en position des sources et également la structure des sources. Alors pour ce dernier critère, donc là vous avez 3 illustrations
ils ont distingué 3 types de sources, donc les sources quasi ponctuelles, les sources modérément étendues et les sources étendues, qui ont été d'office exclues comme pouvant être des sources de définition de l'ICRF3. Alors nous, ce qu'on a cherché à faire, en fait, au travers de cette étude, c'est essayer de retrouver un sous-réseau du type sous-réseau de sources de définition de l'ICRF3 en cherchant à obtenir la meilleure stabilité des séries temporelles de paramètres de rotation de la Terre déterminées par la technique VLBI. Et pour ça, en fait, on a utilisé des algorithmes génétiques pour chercher, pour chaque session VLBI, des sous-réseaux de sources de définition. Donc, je vous expliquerai un peu les critères qu'on a utilisés dans la suite. Et à partir de ces sous-réseaux de sources de définition par session VLBI, on a essayé d'extraire un réseau moyen, typique pour mimer un peu le sous-réseau de sources de définition de l'ICRF3 et voir les résultats qu'on obtenait en termes de stabilité des séries temporelles de paramètres de rotation de la Terre. Alors, pour l'étude à proprement parler, donc, au niveau de la configuration des calculs, donc, on a utilisé la solution la plus récente, donc celle qui a été utilisée pour le calcul de l'ITRF 2020, du centre d'analyse de l'Observatoire de Paris, donc du service international VLBI, donc entre août 1979 et décembre 2020. Donc ça représente à peu près 7000 sessions. Donc les solutions sont fournies au départ au format SYNEX, donc c'est un format d'échange standard de solutions de géodésie spatiale. On a transformé ces solutions en fichiers maison, entre guillemets, et on en a profité pour retirer les contraintes des systèmes normaux qui ont permis d'aboutir aux solutions. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a des systèmes normaux sans contraintes par rapport aux positions des antennes au sol, aux positions des sources dans l'espace et aux paramètres d'orientation de la Terre. Donc les paramètres qui permettent de qualifier la rotation de la Terre. Et ensuite, dans les calculs, on va ajouter ce qu'on appelle des contraintes minimales. Donc en fait, des contraintes qui vont nous permettre de définir à la fois le repère terrestre et le repère céleste, donc sur les stations et sur les sources. Et ensuite, on inverse les systèmes normaux. Alors, au niveau des stations, donc les contraintes minimales sont appliquées systématiquement à l'ensemble des stations, sauf pour une liste de stations à exclure qui a été définie par le service IVS. Donc ça nous permet de définir l'origine et l'orientation des repères terrestres à chaque session. Pour les sources, on va appliquer les contraintes minimales à un sous-réseau de sources qui va nous être donné par l'algorithme génétique. Et le but de ces contraintes est là de définir l'orientation du repère céleste sous-jacent. Alors, les critères de qualité qui sont optimisés par ce qu'on appelle le MOGA. Donc, le MOGA, c'est en fait l'algorithme génétique multi-objectif. Parce que là, on a plusieurs critères à optimiser simultanément. Donc, c'est l'erreur formelle sur le temps universel et une combinaison des erreurs formelles sur ce qu'on appelle les appoints au pôle céleste. En fait, ce sont des appoints par rapport au modèle de nutation qui sont déterminés par la technique VLBI. Alors, au niveau du codage des sous-réseaux, donc dans le contexte de l'utilisation des algorithmes génétiques, une solution, c'est un chromosome en fait. Donc, et là, on a utilisé des chromosomes entiers à longueur variable. Donc ça veut dire que chacun des sous-réseaux en fait, va être représenté sous forme d'une liste d'entiers classés par ordre croissant. Un indice entier va représenter l'indice d'une source donnée dans la liste globale pour la session considérée. Et ces listes vont être à taille variable. Et la taille va être autorisée à varier entre 30 et 80% du nombre total de sources disponibles pour la session. Et alors, quand on fait ça, en fait, on a un critère supplémentaire à optimiser pour les algorithmes génétiques, c'est justement le nombre de sources présentes dans les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'on a pu constater, et ça s'est vérifié également dans d'autres études, notamment dans la littérature dédiée aux algorithmes génétiques, que si on ne faisait pas ça, l'algorithme avait tendance à privilégier d'office les sous-réseaux avec un nombre minimal de sources. Bon. Et au niveau du détail, donc, on a utilisé Epsilon MOA, c'est un algorithme génétique multi-objectif qu'on avait déjà utilisé par le passé. Au niveau des résultats, donc on a démarré par des tests de convergence. Donc on a pris 5 sessions tests avec un nombre respectif de 20, 50, 82, 115 et 210 sources. Donc des sessions représentatives un peu de l'échantillon qu'on avait considéré. Et pour chaque session, on a effectué 10 lancements de l'algorithme génétique, donc avec 10 initialisations différentes. Et on a étudié ce qu'on appelle les 10 fronts de Pareto. Donc ici, vous en avez une représentation graphique. Donc c'est l'ensemble des solutions fournies par l'algorithme génétique dans l'espace des objectifs considérés. Et on a constaté donc, que pour une même session, les fronts de Pareto étaient proches en valeur pour les objectifs. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que si on a des initialisations différentes, l'algorithme génétique va quand même avoir tendance à converger au même endroit de l'espace des solutions. Pour les 5 sessions différentes, à la fin, on obtient des valeurs relativement proches des objectifs. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez rassurant. Et enfin, dans un même front de Pareto, on a pu constater que des sous-réseaux parfois assez différents pouvaient donner des valeurs similaires en termes d'objectifs. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard si j'ai le temps.
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé en fait, nos solutions obtenues par algorithme génétique à 2 réseaux de référence. Donc le réseau Hall, qui est composé de l'ensemble des sources disponibles pour une session, et le réseau ICRF3, qui lui est composé des sources de définition de l'ICRF3. Bon, on a également utilisé 3 façons différentes de choisir nos solutions dans le front de Pareto, mais je vais plutôt passer rapidement aux résultats. Donc voilà les résultats. Alors dans ce tableau, donc dans la ligne source, vous avez le nombre et l'écart type, donc le nombre moyen et l'écart type du nombre de sources utilisées dans le sous-réseau. Et par paramètre d'orientation de la Terre, vous avez la moyenne et l'écart type pondéré. Et sur la deuxième ligne, vous avez ce qu'on appelle le WRMS, donc le RMS pondéré, un écart type à 0. Donc c'est ça notre critère de stabilité des séries temporelles en fait. Et entre parenthèses, la valeur médiane de l'erreur formelle du paramètre. Donc en fait l'objectif qui est optimisé par les algorithmes génétiques. Alors si on regarde un peu dans le détail, donc on s'aperçoit qu'on a, sur l'ensemble des sessions, on a un léger souci sur le paramètre UT1 qui est en cours d'investigation, puisqu'on a une stabilité qui est un peu dégradée avec les algorithmes génétiques. Par contre, on voit qu'elle est nettement améliorée pour les 2 appoints du pôle céleste, avec en plus une stabilité numérique qui est améliorée, puisque sur la première ligne, là, vous voyez le pourcentage de sessions pour lesquelles on n'a pas de problème numérique. Alors ça s'améliore, donc j'accélère. Ça s'améliore si on se restreint à un sous-ensemble de sessions dites corps. Donc là, pour lesquelles on voit que l'algorithme génétique va améliorer l'ensemble des stabilités pour les paramètres de rotation de la Terre. Alors, je n'aurai pas le temps de vraiment vous parler de ça. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on a croisé différents critères pour moyenner nos sous-réseaux obtenus par session VLBI, et que quand on regarde les résultats par rapport au réseau de référence, on a des résultats équivalents, voire meilleurs, au réseau de référence. Donc on arrive aussi à moyenner nos sous-réseaux utilisés par session. Donc, voilà. Donc en conclusion, ça marche plutôt bien. Je résume vraiment grossièrement, sauf pour le paramètre UT1, pour lequel on doit encore un petit peu investiguer, mais on a des pistes. C'est sûrement lié à certains types de sessions, voire au fait qu'on a également les stations qui vont intervenir sur la qualité du paramètre UT1. Donc en termes de perspective, je voulais juste vous dire donc, qu'on va, pour les prochains calculs, donc on va fractionner nos résultats. Donc on va étudier nos résultats sur différentes périodes de temps qui nous sont déterminées par les nombres de sources en fait, par session. On va en profiter pour ajouter l'année 2021 et l'année 2022 et on va regarder plus précisément les sessions pour les différents types de sessions, notamment pour les paramètres UT1. Et là, ce sont les réseaux moyens dont je vous parlais tout à l'heure, pour lesquels on constate qu'on n'a pas de source à des déclinaisons inférieures à moins 50 degrés, alors qu'en fait, il y en a dans le repère ICRF3. Donc on pense que c'est lié à un des critères qu'on a utilisé pour moyenner nos réseaux, donc le critère de présence, qu'on va abandonner au profit, très certainement, de critères liés à la distribution, au repère de référence céleste même, voire la stabilité en position des sources. Voilà, puis je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. J'ai peut-être une question, peut-être que ça va débloquer après. J'ai pas une voix très forte. En conclusion, tu as parlé de session corps. Voilà, pourrais-tu nous dire un petit peu plus de ça? Donc ça, c'était et puis après, en fait, est-ce que à l'intérieur de la session, les sources ont la même importance ou pas? Comment c'est géré ça... Donc déjà pour les sessions, donc effectivement, donc je l'ai dit. Merci. Donc je l'ai dit en introduction, la technique VLBI, c'est une technique à cheval entre l'astrophysique, l'astronomie et la géodésie. Donc en fait, le service international IVS décide d'un programme d'observation, donc des sessions, ce n'est pas des observations qui se font en continu, et qui vont être dédiées à des buts précis. Et en fait, dans l'ensemble de sessions qu'on a traitées avec les algorithmes génétiques, toutes ne sont pas forcément dédiées à une détermination de qualité de la rotation de la Terre. Il y a certaines sessions qui vont être plus dédiées, donc déjà avec des réseaux régionaux au sol, qui vont permettre de densifier le repère céleste, mais qui ne vont pas forcément s'intéresser à la rotation de la Terre. Or nous, les critères que l'on optimise avec les algorithmes génétiques, ce sont justement des critères liés à la rotation de la Terre. Donc ça pourrait expliquer le fait que pour certaines sessions, on pourrait avoir tendance à dégrader le paramètre UT1, même si la dégradation reste faible en termes de stabilité, mais ça pourrait être une des pistes qui explique pourquoi, sur l'ensemble des sessions, on est un peu moins bon que sur ce sous-ensemble. Et ta deuxième question?
Ah oui, l'importance des... Ah oui, alors effectivement, au sein d'une même session, on ne va pas forcément disposer du même nombre d'observations pour toutes les sources. Et en plus de ça, la géométrie du réseau d'antennes au sol, alors je ne l'ai pas là, mais fait qu'on a une moins bonne observabilité des quasars qui sont situés dans l'hémisphère sud céleste. Pardon. Ce qui fait que deux sources différentes dans la même session ne vont pas forcément avoir tout le temps le même nombre d'observations. Donc on ne va pas forcément avoir la même importance quand on va appliquer les contraintes minimales sur l'une ou l'autre. Ce qui peut expliquer en particulier ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour un même front de Pareto, on peut avoir des sous-réseaux assez différents, mais des valeurs d'objectifs qui vont être relativement les mêmes. Tout simplement parce qu'il y a certainement des sources qui n'ont pas du tout la même importance que d'autres. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a de... Du coup, j'ai une question, peut-être un peu plus pratique et terre à terre, parce que je ne connais pas du tout comment ça marche, mais vous êtes une équipe de recherche, et est-ce que vous avez un quota de sessions que vous avez le droit de soumettre enfin, comment ça marche en fait Est-ce que les gens proposent des sessions Oui, alors moi personnellement, je ne propose pas de session VLBI, parce que je ne fais pas de traitement de données VLBI, mais effectivement, les collègues, en particulier les collègues de l'Observatoire de Paris, en tant que centre d'analyse et donc membre du service international, peut demander à ce qu'il y ait certaines sessions d'observation. Du coup, il y a des points entre les disciplines Pardon ? Est-ce que les gens qui font de la géodésie ont autant que les gens qui font de la ça, je peux pas vous dire. Je sais.